nombreuses études empiriques ont mis en évidence des réactions positives du marché boursier quand la couverture d'un titre est assurée par un nouvel analyste et, à contrario, des réactions négatives quand un bureau d'analyse cesse de suivre l'action en question. La présence d'un suivi par un analyste financier serait donc une source d'amélioration de la capitalisation boursière d'une société cotée. Il n'en reste pas moins que le mécanisme qui conduit à ce résultat n'est pas vraiment élucidé. Lee et Yu apportent dans une étude publiée par le Journal of Accounting and Economics des résultats nouveaux. Ils mettent en particulier en exergue le rôle important des analystes pour rendre visibles les titres auprès des principaux investisseurs et de les inciter ainsi à les inclure dans leur portefeuille. En stimulant les achats par ce marketing très spécifique, les analystes contribuent à améliorer la valorisation des actions en question. En finance, il est standard de supposer que la valeur d'une firme dépend des cash flows qu'elle pourra générer à l'avenir. Plus la performance est élevée, plus grande est la valeur. Elle dépend également du coût du capital employé. Plus il est faible, plus grande est la valeur. Enfin, comme sur tout marché, plus la demande du titre est élevée, plus fort est l'appétit des investisseurs, plus grande est la valeur. À partir de ces postulats, Lee et Yu avancent trois hypothèses pour expliquer l'accroissement de valeur consécutif au suivi par un nouvel analyste. 1. Les analystes jouent un rôle efficace de monitoring auprès des dirigeants, ce qui permet d'améliorer les performances opérationnelles. 2. Les analystes, en diffusant une information, contribuent à réduire les asymétries informationnelles présentes sur le marché boursier. Et en diminuant donc le risque pour les investisseurs, ils permettent une diminution du coût du capital. 3. Les analystes ont un rôle important dans la promotion des titres auprès des investisseurs. En rendant visibles ces titres, ils leur permettent d'intégrer dans leur portefeuille en un nombre beaucoup plus élevé et ils stimulent ainsi la demande et par conséquent les prix. Les données concernant les analystes proviennent de la base IBOS et couvrent la période 1996-2012. Les cas de début de suivi ont été identifiés à partir de la publication d'une recommandation première pour l'analyste et pour le bureau, afin de ne pas être contaminés par d'autres événements. Les auteurs ont exclu 1. Les cas se produisant dans les 6 premiers mois de la présence du titre dans la base CISP, trop proche très certainement de l'introduction en bourse. 2. Les cas pour lesquels d'autres annonces avaient été effectuées au même moment. Au total, l'échantillon contient 18 424 observations. Le deuxième échantillon, celui des fins de suivi, concerne 32 fusions de bureaux et 22 fermetures. Il est composé de 4029 observations. Afin de pouvoir contrôler les effets de facteurs concomitants et surtout l'endogénéité présente dans le choix de suivre un titre, les auteurs ont construit un échantillon de contrôle pour celui des débuts à l'aide de la méthode dite des propensity scores. Le score de proximité a été estimé à partir d'un modèle de régression logistique. Concernant l'échantillon des fins de suivi, le problème de l'endogénéité ne se pose pas car les décisions de fermeture ou de fusion sont largement exogènes. Cependant, un échantillon de contrôle a été construit à l'aide du même modèle estimé de score. L'originalité de l'étude est de tester simultanément
les trois types d'effets sur les cours boursiers des actions, qui sont soit nouvellement suivis par un analyste, soit ne le sont pas. Pour ce faire, une mesure de la réaction des cours est régressée sur trois mesures de performance, d'asymétrie d'information et de reconnaissance de titres par les investisseurs. Ces régressions sont estimées simultanément sur l'échantillon de traitement, début ou fin, et sur l'échantillon de performance. Les différences entre les coefficients bêta permettent de mettre en évidence les associations significatives. La réaction des cours boursiers est mesurée à travers les rendements anormaux cumulés, ou CAR, sur la fenêtre -2 plus 2 jours, entourant la première annonce. L'effet sur la performance est apprécié à travers la différence entre le premier bénéfice par action annoncé après le début et le bénéfice par action prévu par le consensus le trimestre avant le début. Le tout est normé par le cours et multiplié par 100. L'évolution de l'asymétrie d'information est estimée à travers la variation de la composante adverse du spread. Enfin, la reconnaissance du titre par les investisseurs est appréciée par la variation de l'importance de l'actionnariat institutionnel. Nous ne reprenons ici que les premiers résultats fournis par les auteurs, qui sont très représentatifs de l'ensemble publié. L'arrivée d'un nouvel analyste est associée à une fluctuation positive du cours. Sa disparition par un effet négatif si on en juge par les différences de constantes très significatives dans les deux cas. En revanche, aucune association significative n'apparaît entre l'évolution du cours boursier, CAR, et la partie non anticipée du résultat. Ces statistiques ne soutiennent pas la thèse d'un effet de monitoring. On observe bien dans les 4 sous-échantillons une association négative entre l'évolution d'asymétrie d'information et les CR. Ceci est conforme à ce que l'on peut attendre d'une baisse de l'asymétrie, donc d'une diminution du coût du capital, et donc d'une augmentation de la valeur. Mais les différences restent modestes et faiblement significatives. L'apport d'un nouvel analyste semble limité. Troublante est la différence négative dans l'échantillon de fond. L'hypothèse de l'effet sur l'asymétrie d'information ne trouve pas ici de fort support. En revanche, la troisième variable, celle de reconnaissance par les investisseurs, obtient des coefficients positifs très significatifs, et les différences sont toutes positives et significatives. Ce résultat est conforme à ce que prédit l'hypothèse selon laquelle le rôle premier des analystes est de populariser les titres auprès des investisseurs de façon à ce qu'ils acceptent de les faire entrer dans leur sélection. La troisième hypothèse trouve ici un réel support. Li et Yu offrent de nombreux résultats supplémentaires. Par exemple, il s'interroge sur le fait que les conséquences sur les performances étant appréciées à travers l'évolution d'un seul résultat par action n'est peut-être pas correctement captées dans les tests précédents. Ils utilisent donc des mesures sur des périodes plus longues de 2 ou 3 ans, mais ils obtiennent des résultats équivalents. De même, il faut valoir que leurs tests précédents utilisent une information non connue du marché, les variations à venir. Ils remplacent ces mesures par des anticipations fondées sur les réalisations précédentes. Là encore, les résultats restent inchangés. Pour tester la robustesse de leurs résultats, Li et Yu proposent une autre série de tests avec d'autres mesures.
la variation du ROA pour la performance, la variation de la probabilité PIN pour la symétrie d'information, ou encore l'évolution du nombre de consultations des documents de la firme sur le site FGAR de la Securities Exchange Commission, pour la mesure de la reconnaissance. Pour l'essentiel, les résultats restent inchangés. L'effet majeur est celui de la reconnaissance. Il reste un dernier point. Les résultats les plus significatifs proviennent de l'échantillon début qui contient le plus grand nombre d'informations. Cependant, les tests pour cet échantillon souffrent d'un problème d'endogénéité. Pour tenter de contourner la difficulté, Li et Liu partagent l'échantillon en 5 groupes. Ce partage est effectué 3 fois en fonction de 3 critères qui sont l'amélioration de la précision des prévisions, l'amélioration de l'effort de l'analyste et enfin l'amélioration du temps consacré par l'analyste au titre. Il montre ainsi qu'il n'y a pas de différence significative entre les portefeuilles qui contiennent les prévisions les plus précises et les portefeuilles qui contiennent les prévisions les moins précises. Il n'y a pas de différence significative autant en termes de CAR que de variation de performance, d'asymétrie d'information ou de reconnaissance des titres. L'effort de l'analyste est capté ici à travers la fréquence des révisions des prévisions. Il est intéressant de noter qu'apparaît une association positive entre cette mesure de l'effort et les CAR, et entre mesure de l'effort et la reconnaissance du titre. De même, quand le temps consacré par l'analyste à la firme en question s'accroît, les CAR sont plus élevés, ainsi que l'augmentation de la reconnaissance. Le temps consacré est estimé ici par l'inverse du nombre de titres suivis par l'analyste. En conséquence, l'arrivée d'un nouvel analyste importe peu en termes d'amélioration de la précision de l'information. L'apport informationnel est donc faible. Mais plus l'analyste déploie de l'énergie dans le suivi des titres, donc plus son marketing est intense, plus dispersée est la propriété de ce titre. Ces résultats vont donc dans le sens d'un lien causal qui va de la reconnaissance vers la valeur. En conclusion, parmi les 3 effets supposés de l'intervention d'un nouvel analyste, amélioration des performances suite à un plus fort monitoring, baisse du coût du capital suite à une diminution de la symétrie d'information, effet positif sur le cours suite à une demande accrue du fait d'une meilleure connaissance de l'action. Le dernier, à savoir la reconnaissance du titre, joue le rôle le plus important. De plus, si on suit Li et Liu, il apparaît que cette amélioration de la reconnaissance est bien cause et non conséquence de l'impact positif sur les cours boursiers. Cet accroissement de la reconnaissance n'est pas associé à une amélioration de la précision des prévisions, mais à une activité plus intense de l'analyste autour du titre. Cette étude conforte la thèse que les analystes apportent moins d'informations nouvelles pour un marketing actif qui incite plus d'investisseurs à inclure le titre dans leur portefeuille.